Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode de Bric-à-brac d'idées, le podcast où moi-même, Frédéric Ranganayagui, le meilleur coach professionnel, vous partage ses idées, ses écrits, ses découvertes et vous offre la possibilité de venir me rejoindre en live pour en discuter, enrichir, débattre, partagez vos expériences, partagez vos idées, vos découvertes également, vos doutes, vos questions et on discute de manière libre dans un débat d'idées. Pour ce faire, vous retrouverez le lien en commentaire épinglé, vous cliquez dessus, 1, 2, 3, 4, le mot de passe, et vous arrivez directement dans une salle. Dites-moi bonjour et je vous entendrai. Manifestez-vous également dans les commentaires si vous avez besoin d'aide pour vous connecter. Je prendrai le temps nécessaire de vous dire les étapes et les démarches à suivre. Alors, aujourd'hui, qu'allons-nous discuter? C'est une très bonne question. Eh bien, à la question, j'ai envie de répondre, un texte, une publication que j'ai réalisée sur mon LinkedIn, qui s'intitule Frédéric Ranganayagui, que je vous invite d'ailleurs à vous abonner pour suivre mes actualités, mais également mes offres et interagir, échanger ensemble aussi. C'est un espace de liberté d'expression également que vous devez utiliser, que vous pouvez utiliser à votre guise. Alors, ce texte est sur notre prochain invité qui, d'ailleurs, va parler d'un sujet qui lui porte à cœur, comme tous les autres, vous allez me dire. Mais celui-ci est un sujet qui également nous concerne tous et il s'intitule Chers oubliés, remède à l'impuissance d'un homme face aux violences faites aux femmes et aux enfants. Ce sera le 19 février 2026 à 15h15 avec Guillaume Dufresne pour un nouvel épisode du podcast Au fil de l'idée, tisser des pensées, révéler des mondes. Alors si votre agenda vous le permet, soyez aux rendez-vous pour entendre ce qu'il a à nous dire. Et vous aurez deux surprises. Je tease, j'annonce. Il y aura deux lectures dans cet épisode de Fil de l'idée, qui est une première d'ailleurs. C'est la première fois qu'on va partager un texte de l'invité, qui sont ses mots à lui, écrits par lui-même. Et d'ailleurs, j'insiste sur ce fait, il n'a pas utilisé les moyens d'IA pour le rédiger. Ces mots ont été conçus pour lui, avec lui et par lui. Et vous allez voir, c'est des textes qui viennent de lui et qui ont un message fort à faire passer. Alors, ensuite, revenons à ces quelques mots que j'ai rédigés moi-même, heu, pour ces quelques idées que j'ai voulu transmettre au travers de cet écrit et qui me sont apparues à l'évocation de cette thématique et dans lequel je partage. D'ailleurs, je profite pour vous rappeler que tout est une bonne situation d'écriture, tout est une bonne excuse pour se mettre en situation d'écriture. Notamment s'il y a des sujets sur lesquels vous aimez, qui relèvent de la passion, heu, encore plus, qui facilitent votre mise en action pour écrire dessus. L'écriture peut se faire sur d'innombrables sujets, d'innombrables thématiques, peu importe le sujet. L'important, c'est qu'on a l'ivresse de l'écriture. On fait des efforts et on reçoit ce plaisir, cette satisfaction de créer, de concevoir un objet qui prend la forme de mots, des lettres, dans lequel on a choisi, on a fait une ingénierie, on a pesé par rapport à ce qu'on pense, par rapport à ce qu'on veut transmettre et on a fait des choix techniques, on le fait évoluer cet objet. Il évolue dans le temps, il s'affine, il s'améliore, on ajoute des morceaux, on ajoute des parties de texte, on préélève et c'est extrêmement satisfaisant à la fin quand vous avez l'occasion ou l'opportunité d'en parler et de pouvoir admirer ce que vous avez produit grâce à votre ingénierie, grâce à votre pensée, à votre intelligence. Et ça, c'est extrêmement plaisant. D'ailleurs, c'est ce que je ressens quand je vais lire ces quelques idées.
Et à cela, j'aimerais rajouter qu'il est important, qu'il est même nécessaire, vital, d'accepter l'où on démarre sans pour autant y rester. Je le dis puisque mon texte que j'ai rédigé, que j'ai partagé, bien sûr qu'il peut être amélioré. Bien sûr qu'il va évoluer. Bien sûr que au fil de mes pratiques, ma manière de rédiger, ma manière de concevoir, de penser va s'affiner, va s'améliorer, puisque c'est un apprentissage qui se fait tout au long de la vie. Et en me mettant dans cette situation d'écriture, je mobilise mes compétences, je mobilise mes connaissances, j'augmente et j'apprends de nouveaux vocabulaires, de nouvelles façons de m'exprimer, de clarifier ce que je pense et d'améliorer ma communication envers moi-même déjà, mais aussi avec l'autre. Et cela, c'est un exercice formidable que vous pouvez vous aussi vous y mettre n'importe où vous commencez. L'important n'est pas d'y rester. Que vous vouliez le faire, ce travail seul ou accompagné, c'est tout à fait possible. Alors maintenant, heu, je souhaiterais partager une citation avant de commencer et ensuite je lirai cette, publication, ces idées que j'ai voulu transmettre au travers de cette thématique de du 19 février de Au fil de l'idée. Alors, permettez-moi de prendre un instant pour, vérifier et pour retrouver cette citation. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Cette citation est de Salvador Dali et qui est décédé le 23 janvier 1989. Je crois que je l'ai déjà partagé, mais ça me tient à cœur de renouveler ce partage. Alors, qui était Salvador Dali pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas entendu? C'est un peintre, un sculpteur, un réalisateur et enfin un écrivain espagnol. Sa citation est la suivante: «Il y a des jours où je pense que je vais mourir d'une overdose d'auto-satisfaction». Et ces quelques mots représentent ce sentiment de plaisir, de satisfaction qu'on reçoit après avoir fait des efforts pour écrire et avoir fait vraiment des efforts intellectuels, des efforts de recherche, des efforts cognitifs. Travailler sa pensée, construire sa pensée, transformer sa pensée en mots, c'est un exercice extrêmement difficile. Et oui, écrire, c'est difficile. Et il faut le reconnaître d'ailleurs, pour comprendre que l'écrit ne se fait pas en un jour, ne se fait pas dans l'instant. Un écrit, ça a un cycle de vie. Ça ça commence par peut-être par un brouillon, mais ce brouillon, il évolue, il s'enrichit et petit à petit, on l'affine avec, en prélevant ce qui n'est pas nécessaire, ce qui alourdit ce brouillon, ce qui rend la compréhension difficile, ce qui éparpille, disperse la pensée de celui qui va le lire. Et là, c'est extrêmement enrichissant de voir ces idées-là. Ensuite, passons maintenant, une fois que cette citation, cette petite pause citation est terminée, passons à la lecture de mon post. Vous êtes prêts? C'est parti, on y va. À la lecture de ce thème, j'ai ressenti tout le poids des mots choisis avec une minutie presque chirurgicale. Chaque terme est pesé,
chargé de sens, dévoilant une part intime de Guillaume. Je trouve sa démarche profondément inspirante. Oser s'exposer avec une telle sincérité, une honnêteté sans phare, est un véritable acte de courage, selon moi. S'il parvient aujourd'hui à mettre en lumière cette thématique gargantuesque, c'est sans doute le signe qu'il a retrouvé ce pouvoir d'agir si précieux, transformant une blessure ancienne en un levier de résilience. La violence aux mille visages, la violence est un caméléon, qu'elle soit physique ou psychologique. Elle change de visage, s'adapte à son environnement et traverse l'histoire humaine. Ce qui me frappe, c'est l'universalité de ce fléau. Nous sommes tous concernés, que nous soyons victimes, témoins ou même agresseurs. Ses origines sont multifactorielles, mais il existe un point de bascule précis, celui où l'insuffisance des mots laisse place au coup. En tant que coach professionnel, une question m'anime. Quels sont nos leviers concrets pour y faire face aujourd'hui? Le langage, bien sûr. Le langage, notre rempart face à la barbarie. La réponse réside en grande partie dans notre héritage culturel et pédagogique. La maîtrise du langage, dès le plus jeune âge, est essentielle pour penser, comprendre l'autre et agir ensemble. Là où le verbe manque, la violence s'engouffre. Ma recommandation, pour approfondir ce lien vital entre langue et civilité, je vous conseille, je vous recommande vivement les ouvrages d'Alain Bentolila, qui est un linguiste et qui a écrit de nombreux, on va dire, œuvres qui permet de mieux comprendre ces idées-là, de les explorer, de les détailler et d'en avoir une idée bien précise. Pour ceux qui voudraient commencer par un autre média, autre que le livre, vous avez la possibilité d'écouter ces discours sur YouTube, sur, des replays qui sont à votre disposition, dont il élabore des stratégies, il en parle et il précise sa pensée et il prend le temps, il fait l'effort, il prend la rigueur d'expliquer ce qu'il pense, pourquoi il le pense, quels sont les arguments qui l'amènent à penser cela et c'est extrêmement enrichissant. Extrêmement passionnant d'entendre un homme savant prendre le temps, faire l'effort de dire, d'expliquer, de présenter, d'argumenter. Et c'est vraiment un modèle à suivre. Et c'est là où on peut éviter, par exemple, de passer de cette phrase à l'autre qui est ce moment où il y a un point de bascule qui peut être expliqué par une insécurité linguistique et cette notion d'insécurité linguistique qui vient d'Alain Bentolila, eh bien, il est intéressant d'entendre qu'est-ce que cela signifie et je vous invite vraiment, réellement, à aller vous questionner sur ce sujet puisqu'il pourrait vous apporter des clés pour, déjà, de un vous voir une autre vision des choses. Ouvrir une alternative à ce que vous connaissez déjà et de ce que vous percevez et nourrir votre représentation et vous permettre de voir la vie d'une nouvelle façon, de voir la vie avec de nouvelles lunettes et peut-être vous serez un peu moins malheureux et peut-être un peu plus heureux. Hem, Refermons cette digression et revenons à notre texte. Vous l'aurez compris d'ailleurs, c'est un homme que j'estime beaucoup les idées, que j'apprécie énormément le travail et dans lequel je suis énormément reconnaissant pour tous les efforts, tout le travail qu'il a fourni au cours de sa carrière, au cours de sa vie.
et qui n'est pas terminé d'ailleurs, qu'il poursuit avec passion, avec acharnement, avec vraiment cette envie de transmission. Et ça, c'est quelque chose que j'admire. Je suis émerveillé par son talent, par ses compétences et par sa façon de faire. Alors, reprenons. Je ne peux m'empêcher de citer Janus Korczak, ce médecin et pédagogue qui a aggravé l'idée que l'enfant n'est pas un futur homme, mais un être humain à part entière, ici et maintenant. En 1942, son refus d'être sauvé pour accompagner ses orphelins jusqu'aux chambres à gaz de Treblinka reste le sacrifice ultime pour la dignité. Il nous rappelle qu'aucun être ne doit être sacrifié au nom de la force, au nom de l'idéologie. Lutter contre la violence, c'est d'abord protéger cette dignité inaliénable. La violence peut être spectaculaire ou subtile, mais son poids est toujours réel. Pour l'endiguer, l'éducation et plus spécifiquement la lecture et l'écriture offrent une alternative puissante au silence et à la rage, à la haine. D'ailleurs, apprendre à nommer ses émotions, c'est déjà commencer à les maîtriser. Enfin, il est de notre responsabilité collective de rappeler les réflexes qui sauvent. Observer, protéger, alerter, secourir. Rappelez-vous, là je fais une parenthèse, si vous êtes témoin d'une agression, que ce soit verbale, physique ou autre, pensez tout d'abord à vous protéger, à vous mettre en sécurité. Ensuite, à alerter les personnes compétentes. Et enfin, si c'est possible, si vous avez la possibilité que cela ne vous met pas en danger vous-même, de secourir. Et c'est très important parce que ces mots, ces règles ne sont pas faits au hasard. Il est important de vous mettre d'abord en protection, de vous protéger et d'assurer que si vous intervenez, vous ne risquez pas de vous mettre votre vie et de mettre une vie supplémentaire en danger. De plus, chacun fait avec les moyens qu'il a. Il fait avec ce qu'il possède au moment où il voit cette agression ou cette interpellation et de cet incident ou accident. Il est important de comprendre qu'il y a des gestes qui sauvent et il y a des réflexes à avoir. Notamment, nous sommes tous, du moins, nous avons normalement tous été formés aux gestes des premiers secours. Si nous avons le permis de conduire, c'est d'ailleurs ou le code, c'est d'ailleurs une obligation de passer cette journée de formation de secouriste où nous apprenons les premiers gestes. Euh, Là, il y a un terme qui me vient qui est la position latérale de sécurité que nous apprenons tous à faire normalement, que ce soit pour passer le permis ou même pour il y a on appelle ça la journée d'appel, où nous sommes tous, convoqués pour suivre, une mini présentation, une mini formation sur les gestes, sur la citoyenneté, sur des notions qui sont importantes à non pas à entendre, mais à les comprendre. Parce que derrière, cela va questionner toute votre vision du monde, toute votre vision, votre perception de la société et de qui vous êtes par rapport à cette société et cela travaille également ça touche énormément de sujets. Par exemple, il y en a un qui me vient, le sentiment d'appartenance. C'est et ça, c'est extrêmement important de se questionner, de s'informer. D'ailleurs, si je en parle autant, c'est parce que j'estime moi-même que c'est important et qu'il faut en parler, même si on n'est pas expert, même si on ne connaît pas tout. Mais au moins, en parler permet de quelque part de ramener cela dans la conscience, ramener cela comme un sujet d'actualité, un sujet à renouveler, un sujet à explorer. S- Et, et pour terminer ce poste,
Ce sont des numéros d'urgence que j'ai partagés et d'ailleurs, vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes qui sont formées, qui sont présents, qui sont disponibles, même si vous n'êtes pas de leur famille, même si ils ne vous connaissent pas, ils ne vous connaissent pas, que vous soyez des étrangers ou des inconnus, ils sont là pour vous secourir, pour vous aider, pour vous soutenir dans ce que vous traversez. Ces numéros, il y en a d'autres, je vais en citer 3 qui me paraissent importants par rapport à la thématique, qui est le 3919, c'est le numéro pour les violences faites aux femmes et c'est anonyme et gratuit. Anonyme et gratuit. Le 119, enfance en danger. Et enfin, le 17 pour les urgences. Vraiment, si vous avez une urgence, appelez le 17, c'est la police, la gendarmerie. Et je profite pour ajouter à cela que si vous n'êtes pas à l'aise à parler de vive voix, vous avez également la possibilité de le faire par chat, par message. Euh, Vous tapez alerter sur Google ou autre moteur de recherche qui vous convient, de lequel vous utilisez. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des manières d'envoyer aussi des SMS. Vous pouvez communiquer par SMS, par chat. Ce sont des dispositifs qui existent et je suis content de pouvoir en parler et de pouvoir peut-être, informer sur ces dispositifs au travers de cette vidéo au bric-à-brac d'idées. Ensuite, j'ai terminé par une invitation, bien, au thème «Chers oubliés, remède à l'impuissance d'un homme face aux violences faites aux femmes et aux enfants». Eh bien, j'ai posé la question, non plus à moi, mais aux autres. Et vous, qu'est-ce que cela vous évoque? Posez vos questions ou partagez vos réflexions en commentaire. Car, comme en art, c'est votre regard qui crée la richesse de l'échange. Et d'ailleurs, c'est comme ça que termine ma publication. Et il y a un point où je voudrais revenir, c'est ce terme résilience. Et sur ce terme résilience, j'ai découvert récemment une façon de le voir différent. Avant, j'avais cette conception que la résilience, j'avais cette image, cette définition c'était les personnes qui avaient la capacité après un échec, de se relever et de poursuivre. Un échec, un obstacle, un événement euh, compliqué, fort, difficile. Mais finalement, en y réfléchissant et grâce à une autre personne qui s'appelle Emmanuel Alioua, je vais bien prononcer son nom, je vais regarder, Emmanuel Alioua. Alors, c'est Emmanuel Alioua. Halioua. Emmanuel Alioua. Hem, qui a donné une définition un peu plus, comment dire? Je la vois, moi, en tout cas, cette définition, cette, façon de voir la résilience, comme une façon très intéressante de la concevoir. Pourquoi? Parce que elle permet de prendre conscience de son pouvoir d'apprendre, de son pouvoir d'agir et sur quoi nous avons le contrôle. Et quelle est-elle, cette façon de voir? En fait, c'est de dire que la résilience, finalement, c'est ce que j'ai compris, c'est elle relève de notre capacité notre capacité à s'adapter et quelque part à notre flexibilité. Et c'est super intéressant de voir ce concept de résilience de cette manière. Pourquoi? Parce que on se rend compte que si nous voulons devenir des êtres résilients, eh bien, quelque part, ça va rejoindre notre capacité à nous adapter, à choisir parmi ce que nous savons faire et au bout du compte, si nous augmentons nos expériences, notre base de données, nos compétences, nos savoirs, nos réflexes, euh, eh bien,
nous allons avoir une certaine flexibilité si nous rencontrons la diversité d'informations, la diversité de personnes, heu et c'est ça qui pour moi est positif et qui rejoint cette notion qui est: «Qu'est-ce qui vaut la peine d'être enseigné? Ce qui libère et ce qui unit» d'Olivier Reboul. Eh bien, là, oui, je reconnais cette puissance et je reconnais en cette personne que partager cette façon de voir la résilience est vraiment aidante et soutenant pour améliorer sa perception de la vie et montrer que finalement, même si les situations sont difficiles, même si on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de porte de sortie, eh bien, peut-être que finalement, c'est juste que vous n'êtes pas à la bonne place. Peut-être que finalement, c'est une question d'environnement. Peut-être que finalement, c'est une question de perception. Peut-être que finalement, il n'y a pas, peut-être pas une sortie, il n'y a pas de sortie, mais qu'il en existe plusieurs. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de se dire que finalement, ceux qui se disent que c'est terminé, que c'est condamné, eh bien peut-être que oui, il n'y a pas une sortie, mais peut-être qu'il en existe plusieurs. Et c'est cette notion qui m'intéresse. C'est de se dire que ce que nous percevons peut-être, je dis bien peut-être parce qu'il y a un niveau d'incertitude. Cela va dépendre de la situation, du contexte, du niveau de complexité du contexte, des personnes ou des personnes, de l'environnement, de la problématique. En fait, ce qui est difficile pour moi là, c'est d'exprimer une idée générale à face à des possibilités infinies. Et cela demande d'avoir une certaine précision, une certaine rigueur, c'est-à-dire laisser place à cette généralité, mais également de dire, et c'est un paradoxe, de dire, oui, voilà quelque chose de général, mais ce ne s'applique pas forcément tout le temps à tous. Et c'est là où on rejoint cette notion de flexibilité également. Et quand je parle de ça, pourquoi je parle de ça? Parce que ça m'intéresse aujourd'hui en tant que professionnel, en tant que personne humaine. Eh bien, d'arriver à mieux exprimer mes idées, à mieux communiquer. Et pour ce faire, eh bien, je dois apprendre et à dissocier et montrer les complexités qui sont en œuvre dans une idée et en même temps montrer mon positionnement en ce que je crois, ce que je ne crois, ce que je sais, pourquoi je le crois, pourquoi je pense à cela. Et pour ce faire, il n'y a pas de miracle. Et là, je vais répéter encore une phrase formidable, que je renouvelle cette répétition, parce elle est tout bonnement exceptionnelle, elle est remarquable. Je suis émerveillé par ces mots. Ces mots représentent une idée et ces idées m'émerveillent. Et là, je fais un lien avec les émotions épistémiques. Hem, L'émerveillement, c'est quand on trouve une idée remarquable. Qui cela nous satisfasse, je sais, cela me satisfait de côtoyer cette idée. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est vraiment fort ce que je vais dire, c'est que moi, je n'ai pas eu la capacité de dire ces mots comme avec ce que j'avais comme compétence, comme connaissance, mais en côtoyant quelqu'un qui l'a fait et en lisant ce qu'il a fait, eh bien, ce que je vois correspond. Finalement, je suis d'accord avec ce que je vois et là, ça me procure une immense joie de pouvoir mettre des mots sur une pensée que j'avais et qui était extrêmement imperceptible par rapport où j'étais et en découvrant les mots de Philippe Mérieux, que je vais lire dans un instant, eh bien cela m'a procuré une immense plaisir, une immense joie
de pouvoir découvrir et pouvoir mettre des mots, nommer des choses. Dans mon texte tout à l'heure, je disais, commencer, essayer à nommer ses émotions, c'est déjà les maîtriser. Eh bien là également, commencer à aller vers l'extérieur pour récupérer de la donnée, des autres idées, est déjà une façon de pouvoir travailler la sienne et se rendre compte que finalement, bien avant nous, il y a déjà des gens qui ont travaillé et qui ont des idées qui nous sont communs. Mais la différence, c'est que eux, des fois, ils ont passé toute leur vie à pouvoir affiner l'idée et à pouvoir garder quelques mots, quelques idées seulement. Et c'est là où c'était est vraiment très enrichissant parce que nous, parfois, on n'a pas à réinventer la roue. On peut déjà démarrer avec ce que d'autres ont fait et nous ont légué par le biais de médias différents et de moyens différents. Aujourd'hui, il existe des ouvrages numériques, il existe des livres, des vidéos, des reportages, des podcasts, énormément de moyens pour accéder à des idées de grands penseurs, à des idées, même au-delà de grands penseurs, à des idées de penseurs, des idées d'autres humains. Et on peut s'apercevoir que nous avons des choses en commun. Mais également, et c'est là où c'est intéressant, ce n'est pas juste les choses en commun qui est intéressant, c'est également les points de désaccord, le désaccord d'idées et qui va amener une certaine créativité, cette idée qui nous résiste, dans laquelle nous ne sommes pas d'accord, nous sommes en désaccord, mais qui nous résiste quand même. Et si la personne apporte des arguments, et c'est là où on va construire, on va se mettre à construire quelque chose qui est tout bonnement stimulant, fascinant, heu et qui est satisfaisant. C'est vraiment satisfaisant. Alors cette phrase que j'ai teasée maintes et maintes reprises pendant quelques minutes, eh bien, je vous invite à vous asseoir et à prendre le temps d'écouter celle-ci. Vous êtes prêts? Installez-vous, on va commencer. Apprendre, c'est difficile. Apprendre, c'est faire quelque chose qu'on ne sait pas faire pour pouvoir le faire. Avant de savoir le faire, il faut apprendre à le faire. Et pour apprendre à le faire, il faut le faire sans savoir le faire. Philippe Mérieux. C'est des mots inspirés de Philippe Mérieux. J'emploie inspiré parce que c'est tiré d'une vidéo et que vous pouvez retrouver qui se nomme «Enseigner aujourd'hui, pourquoi, comment» de Philippe Mérieux, que vous pouvez retrouver sur, YouTube en accès libre, en accès gratuit. Et c'est les idées qui y sont partagées sont extrêmement intéressantes. Elle permet d'ailleurs, je l'ai dit récemment, de nourrir une vision de l'école qui, pour moi, dans mon cas, a été extrêmement simplée, extrêmement limitée dans ma façon de percevoir et concevoir l'école. Aujourd'hui, grâce à la chance que j'ai eue de tomber sur cet homme, mon regard s'est enrichi, mon regard a évolué, mon positionnement au travers de l'école a évolué. Et je dois dire que certes, l'école a des défaillances. Il y a des choses à faire évoluer, à changer, mais ce sont un des points de vue. Et, et heureusement que l'école n'est pas juste des défaillances, n'est pas juste des évolutions à mettre en œuvre. Elle apporte également des outils précieux, du savoir. Elle permet également heu, de côtoyer l'altérité, et elle permet également de montrer aux enfants, aux élèves que à l'école, comme le dit Mérieux, celui qui a raison, ce n'est pas celui qui crie le plus fort. Celui qui a raison, c'est celui qui démontre le mieux. Et c'est vraiment fort d'entendre ça. À l'école également, il y a cette fonction que je n'avais pas conscience. La fonction de l'école, une des fonctions sociales de l'école est quelque part d'accueillir les enfants pour permettre les parents d'aller travailler.
C'est une fonction importante à connaître et c'est là où quand je commence à restituer ce que j'ai découvert sur l'école, bien qu'on se rend compte que finalement l'école n'est pas réductible à une définition qui est: on va à l'école pour avoir des bonnes notes ou on va à l'école pour apprendre et avoir des bonnes notes et réussir sa vie. Ce n'est pas juste ça. Il y a différentes dimensions dans lesquelles on peut regarder et qui apportent chacune dans la façon dont on regarde, dont on analyse, des réponses différentes. Et c'est ça aussi que je souhaite transmettre au travers de ces podcasts, que ce soit au fil de l'idée, mais également bric-à-brac d'idées, c'est de vous montrer que moi, en tant que professionnel, je m'aperçois de mon ignorance et reconnaître son ignorance est la première étape pour pouvoir progresser et passer à l'étape suivante. Tant que je ne reconnais pas que je suis ignorant, on ne peut pas apprendre de choses nouvelles. On ne peut pas passer à l'étape suivante dans notre processus de progression. Et là, c'est une question extrêmement difficile qu'on doit se poser. Comment on fait pour reconnaître ses insuffisances ou bien même juste reconnaître la reconnaissance de quelque chose? Eh bien là, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution générale. En revanche, ce que je peux vous dire, et ce sont des possibilités à explorer, des pistes à explorer, à essayer, qui sont la lecture et l'écriture. Pourquoi? Tout bonnement, tout simplement parce que elle permet d'enrichir et de voir des personnes qui sont potentiellement dans notre situation et de pouvoir aller chercher des contes, par exemple. Parce que ce sont des choses qui sont racontées, qui peuvent rapprocher de notre situation que nous vivons, mais dans le contexte dans lequel ils sont loin de nous. Ils sont à une certaine distance. Et cette distance, elle a plusieurs intérêts. Elle permet quelque part de pouvoir travailler sur des idées dans lesquelles nous vivons, mais sans pour autant nous inclure. Et en même temps, nous pouvons nous référer, nous pouvons nous faire un transfert dans les personnages lointains. Et c'est vraiment des idées qui sont super intéressantes, heu, parce que parfois parler de soi est difficile et avoir pas un médium, mais un médiateur, quelque chose d'externe à soi, dans lequel on peut s'exprimer et amener des éléments qui viennent de nous, mais dans lequel nous projetons sur l'objet qui est distant. Et là, les contes sont un formidable médiateur qui fait le lien entre nous et un univers éloigné, distant. Et d'ailleurs, heu, si vous réfléchissez bien, il y a quand même des intérêts. C'est pas pour rien que nous retrouvons énormément de créations, énormément de contes et qui attirent énormément de personnes. Parce qu'elle a des effets vraiment bénéfiques, notamment sur la réflexion. Et ça ne veut pas dire, faut pas, il faut être plus exact. Ça ne veut pas dire que parce que vous lisez des contes que vous allez peut-être travailler sur vous, ou bien que vous allez réussir votre vie, ou vous allez améliorer votre vie. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que le conte est un outil à votre disposition pour vous permettre de réfléchir, de nourrir votre réflexion, de travailler avec une manière distante et de pouvoir avancer à votre rythme grâce à une histoire qui est distante, qui est éloignée de votre personne, qui se situe dans un temps différent, qui se situe dans un espace différent, avec des personnages différents, mais dans lequel vous pouvez vous reconnaître, dans lequel vous pouvez faire un transfert et c'est là où l'intérêt de lire et d'ailleurs, il y a c'est une piste à vous-même à aller explorer et aller regarder. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est intéressant finalement cet outil de compte? Alors
ça, c'était pour ça. Maintenant, je propose qu'on s'arrête à là. Je vais juste vérifier, heu, est-ce qu'il y a eu des gens qui sont venus, qui ont commenté? Apparemment non, pas pour cette fois. Alors, je vous donne rendez-vous, le prochain live qui sera sur, Au fil de l'idée, qui sera demain à 20 heures avec Valérie Mangin. D'ailleurs, je vais vous rappeler l'actualité. On va terminer là-dessus. Quelle est l'actualité à venir sur Océan de Coach? Alors, le prochain live du podcast Au fil de l'idée, ce sera avec Valérie Mangin, avec la thématique suivante: s'autoriser à être soi dans un monde de normes. Et c'est le 12 février à 20 heures. Je vous donne rendez-vous le 12 février à 20 heures pour, au fil de l'idée, s'autoriser à être soi dans un monde de normes. Ensuite, nous aurons une annonce, très belle annonce. Nous allons ouvrir avec Mélanie notre cabinet virtuel et nous allons vous accueillir, et vous pourrez réserver votre créneau de coaching pour faire un premier bilan de coaching. Et ce bilan aura plusieurs avantages. De un, elle nous permettra en tant que professionnels de pouvoir vous situer, pouvoir voir si nous pouvons intervenir ou peut-être vous recommander à notre confrère ou professionnel pour vous accompagner. Il est bien entendu clair que le coaching est un service et en tant que tel, c'est payant, ça a une valeur et en tant que service, ça n'est peut-être pas fait pour tout le monde parce que chacun a ses exigences, a ses critères pour choisir ses services. Et notre service peut-être ne vous plaira pas dans ce que nous proposons. Et c'est pour cette raison qu'il est important de comprendre que vous avez le choix. Nous sommes un prestataire de service parmi tant d'autres. Et c'est à vous de sélectionner lequel avec lequel vous voulez travailler selon ces conditions si vous les acceptez. Alors, la première séance, je profite pour l'annoncer, la première séance de coaching avec moi, elle débute par une séance de coaching bilan, dans lequel nous faisons un point sur votre situation, nous voyons où vous en êtes au moment T, de ce que vous avez besoin, de ce qui est important pour vous. Et place ensuite de cette séance, nous avons le temps de regarder quelle est la solution qui sera la plus optimale, la plus pertinente pour vous accompagner? Et peut-être, et comme je le répète, peut-être que ma limite, arrivera là. Par exemple, si vous êtes en burn-out ou en épuisement professionnel, le travail du coach n'a pas à être présent immédiatement, peut-être plus tard. Là, ce qui est important, si vous êtes en épuisement professionnel, c'est de vous recommander d'aller voir votre médecin et de vous mettre en arrêt, de vous faire accompagner par un psychologue, par exemple, spécialiste de ce sujet, pour vous remettre dans un processus de guérison, de soins, et de que vous retrouvez vos forces. Et ensuite, là, on peut parler de coaching. Là, on peut amener un travail sur l'avenir. Mais si vous êtes déjà mal au point, comment voulez-vous que le coach puisse intervenir? Il ne pourra rien faire, mis à part vous recommander d'aller consulter un médecin, d'aller consulter un psy spécialiste de ce sujet pour vous permettre de récupérer. Et d'ailleurs, les séances bilan que je propose me permettent exactement de savoir euh, votre état, où vous en êtes. Et parfois, il m'est arrivé de recommander à des personnes d'aller consulter leur médecin tant que la situation était inquiétante, était alarmante. Ce n'est pas Finalement, ce sont des sujets extrêmement graves auxquels, en tant que professionnels, nous sommes confrontés et qu'il est important de se renseigner pour permettre d'aider au mieux, d'apporter les premiers soins, que ce soit dans la prise en charge par l'écoute et par la recommandation que nous faisons. Et là, il y a vraiment des notions extrêmement importantes, de connaître les bons numéros, de connaître vers qui renvoyer.
On a une responsabilité en tant que coach, une responsabilité en tant que professionnel de l'accompagnement et clairement, je vais vous le dire et je vais le répéter, mais parfois entre nos mains, nous avons la vie des gens qui sont en jeu et nos réponses, nos solutions, ce que nous disons de faire, ce que nous préconisons de faire, ce que nous recommandons de faire et nous sommes pénalement impliqués. Notre positionnement, notre posture nous implique dans quelque chose qui peut mettre en danger la vie des autres et même la nôtre. Et cela, ce sont des sujets extrêmement pertinents qu'il faut en parler en tant que professionnel et que nous sommes tous finalement, euh, tous les professionnels du moins, sont concernés par ces choses-là. Peut-être pas au même niveau, peut-être pas à la même intensité, mais savoir accompagner, savoir rediriger, savoir accueillir. Par exemple, si vous faites un travail de réception du public, mais il y a des règles à suivre, il y a des façons de faire, il y a des façons de communiquer, il y a des façons d'accueillir les personnes qui sont en colère, qui ne sont pas satisfaits du service rendu, comment prendre en charge, prise en charge des personnes. Ce sont des questions importantes. D'ailleurs, j'en parlais avec Mélanie. euh, c'est très spécifique, mais les cabinets de psychothérapeutes, pas psychothérapeutes, des comment on appelle les kinésithérapeutes? C'est un sujet important. Les kinés qui reçoivent du public, ils reçoivent souvent des personnes qui sont dans un état plus ou moins grave. Ils ont des complications, ils ont des douleurs, ils sont peut-être pas dans le bonheur absolu. Et il y en a, bien sûr, qui sont heureux, ils ont une jambe, une entorse ou autre, mais il y en a où ils ont des maladies chroniques, ils ont des douleurs chroniques, ils ont une souffrance chronique. Et là, c'est là où il y a des questions qui se posent. Comment on accueille ces personnes? Qui est responsable de l'accueil? Finalement, est-ce que parce que la personne qui est malade, qui vient pour des soins et si elle est désagréable, est-ce que c'est sa faute uniquement? Ou est-ce que c'est à nous, en tant que professionnels, de pouvoir mettre en œuvre, mettre en place des choses pour l'accompagner malgré les complications que peut apporter un patient? Et que finalement, c'est normal que nous, en tant que professionnels qui accompagnent l'humain, eh bien, qu'il y a des gens qui ont des souffrances et qui se retraduisent par des comportements hostiles, agressifs, mais c'est juste une expression de quelque chose. Et quand nous comprenons cela, nous pouvons mettre en œuvre des choses qui permettent de réguler ces comportements, du moins de les prendre en charge pour faciliter la prise en charge du patient. Et cela, pour moi en tout cas, je considère que c'est le rôle des personnes qui accueillent les patients de faire ce travail et non pas compter sur une personne qui est malade, une personne qui est en souffrance, de travail, qu'elle travaille sur elle pour pouvoir apprendre à communiquer, apprendre à respecter l'autre. C'est peut-être pas l'endroit en tout cas et le moment pour le faire pour la personne. Et ça, ce sont des questions hyper intéressantes dans lesquelles je soulève. Je serais heureux peut-être d'en débattre si vous connaissez quelqu'un, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui souhaite débattre sur des sujets qui est l'accueil, la communication, je serais ravi d'exposer mes idées et de pouvoir écouter les idées des autres, les arguments des autres. Et c'est en cela que le débat permet de se construire, permet de révéler ses raisonnements et confronter ses idées, voir jusqu'où nos raisonnements vont, voir jusqu'où nos arguments vont en réel. Et je tiens à rappeler, quand je parle de ça, qu'un débat d'idées, on n'a pas vocation à convaincre. Ce n'est pas du tout le but d'un débat d'idées. Le but d'un débat d'idées, je le rappelle, c'est de confronter ces idées. C'est d'exposer ses arguments, de présenter pourquoi on croit ce qu'on croit, pourquoi on dit ce qu'on dit, et c'est vraiment de l'ordre de l'épistémologie. C'est un rapport à la connaissance. Quel est votre rapport à la connaissance? Quels sont les éléments qui soutiennent votre affirmation, votre idée? Et ça, c'est complètement différent de convaincre. L'exercice de convaincre,
dans un débat d'idées n'a pas sa place. Dans un débat petit politique, j'entends, il aurait un intérêt puisque finalement, quand vous êtes en politique, votre but est de convaincre, puisque vous avez un parti, vous voulez que les gens votent pour vous et vous utilisez toutes les stratégies que vous connaissez, les moyens que vous connaissez pour arriver à votre but, c'est-à-dire accéder au à une responsabilité et cette responsabilité vous donne un pouvoir qui vous permet de changer des choses selon vos idées, selon vos convictions, selon vos valeurs, selon votre programme politique que vous avez partagé, que vous avez fait connaître. Or, là, moi, je ne suis pas dans ce registre-là, pour le moment, en tout cas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la confrontation d'idées. C'est l'échange, c'est la compréhension du pourquoi et du comment. Voilà. Et c'est tout bonnement beaucoup plus stimulant pour moi à ce moment de ma vie d'aller me challenger, d'aller me confronter aux autres. Et d'ailleurs, j'ouvre les invitations, vous êtes les bienvenus. Ensuite, je vous ai annoncé le cabinet virtuel qui ouvre très prochainement. Vous serez au courant. Nous ferons un live d'ailleurs pour visiter, pour en parler et peut-être venir boire un café virtuel avec moi et Mélanie également le fera, qui vous proposera ce créneau. Ensuite, très bientôt, le système d'accompagnement sera opérationnel. D'ailleurs, dès maintenant, si vous voulez, essayer de vous faire si vous voulez essayer, améliorer, changer des choses, vous pouvez déjà commencer et voir si nous sommes compatibles à travailler ensemble par le biais du podcast, par le biais de Au fil de l'idée. C'est un moment où vous pourrez vraiment découvrir, vous faire coacher parce que c'est un coaching qui associe podcast et c'est un concept plutôt unique sur le marché que nous proposons, qui est une association entre 2 concepts forts, qui est le podcast et le coaching. Et en cela, cela signifie quoi? C'est qu'en face, vous n'avez pas un intervieweur classique. Vous n'avez pas une personne, une journaliste ou un journaliste, vous n'avez pas une personne qui a préparé des questions, dans lequel les questions sont figées, il y a des séquences préparées en avance. Pas du tout. Là, vous avez un coach professionnel. Vous avez quelqu'un qui a été formé pour accompagner les autres, qui a été formé pour écouter, accueillir ce qui vient et aider l'autre à réfléchir, aider l'autre à développer, à s'exprimer, à comprendre, à apprendre et à avoir des prises de conscience. Et concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, vous avez des questions qui sont créées sur le volet. Vous avez des questions qui sont créées directement, en live, en rapport avec ce que vous apportez. Et vous avez des questions qui vous challenge, des questions qui explorent et des questions de prise de conscience qui vous amènent à prendre conscience de ce que vous avez dit et d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous ou sur votre situation. Et c'est en cela que c'est extrêmement intéressant cet exercice pour se transformer et se développer. Ça ne veut pas dire qu'après un épisode au fil de l'idée, vous allez devenir une personne extraordinaire. Non. Ça veut dire qu'après un épisode au fil de l'idée, vous avez avancé de plusieurs pas, voire de centaines de pas, et vous êtes remis dans un processus de progression. Et en cela, c'est extrêmement bénéfique pour la suite. Vous pourrez ensuite vous rebondir sur cette expérience pour aller plus loin de où vous étiez. Et c'est là où la phrase est très pertinente. Nous vous accueillons. En tout cas, nous accueillons plutôt nos clients là où ils se trouvent, sans pour autant les laisser. Et cela, je ferai un autre épisode de bric-à-brac d'idées pour un peu plus explorer, aller voir un peu quelles sont les compétences, en tout cas, du moins, quelles sont les idées, quels sont les concepts qui se cachent derrière cette phrase. Qu'est-ce que cela nécessite pour pouvoir affirmer cette phrase et l'assumer derrière, en tant que professionnel de l'accompagnement? Et pour vous tenir informé, pensez à vous abonner, pensez à nous suivre sur nos différentes pages de réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube.
et surtout, pensez à venir poser votre question directement et vous allez entendre une réponse, et je vous répondrai personnellement et je prendrai le temps de répondre personnellement. Profitez parce qu'aujourd'hui, j'ai des disponibilités et je prends du temps pour le faire. Peut-être demain, mon emploi du temps ne me le permettra plus par rapport à mes objectifs. Alors aujourd'hui, je suis où j'en suis et j'en suis déjà très très fier. Et demain, ça ne fera que s'améliorer. Et je compte sur vous pour me faire un retour d'ailleurs. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le en commentaire. C'est comme ça qu'on peut soit découvrir des choses, soit se remettre en question, soit, confronter dans ce que je dis, qu'est-ce que vous êtes sur quoi vous êtes d'accord et surtout sur quoi vous n'êtes pas d'accord et quel est votre point de vue? C'est là, qui est c'est là où on se construit réellement, vous et moi. 15h16. Alors, je vous remercie. J'ai un rendez-vous à 16h. Alors, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Merci à tous ceux et celles qui sont passés. C'était Frédéric Ranganayagui, le meilleur coach professionnel